Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, je vais passer en revue les 3 lois, ou plutôt les 3 fondamentaux de la prise de muscle. C'est-à-dire, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir efficacement tirer ce que l'on souhaite de ces entraînements, et notamment lorsque son objectif, qui est celui de pas mal de monde je crois, est d'être agréable à regarder tout nu. Voilà, on va pas se mentir, c'est quand même en tout cas quelque chose d'agréable à obtenir avec le reste, même si c'est pas notre objectif principal. On va donc passer en revue les différents moyens de stimuler la croissance musculaire, les meilleurs types d'exercices pour ce faire, ainsi que leur structure au sein d'une routine d'entraînement en fonction des objectifs qu'on vise, notamment en termes de nombre de répétitions maximales par exemple. On va parler rapidement de la génétique qui est impliquée dans tout cela, puis de l'importance de la surcharge progressive, tout comme de celle de tout le reste, en ce qui concerne la prise de muscle, notamment ce qui se passe en dehors de la salle d'entraînement, du parc de street workout ou même du salon, lorsque c'est là qu'on s'entraîne, par exemple pendant une période de pandémie. Sans plus attendre, on commence tout de suite avec la première loi, pour ainsi dire, qui est celle-ci. Il y a 3 moyens de stimuler la croissance musculaire et ils ne sont pas tous égaux. Alors, on va tout d'abord commencer par définir un petit peu ces 3 moyens différents. Le premier, c'est la tension mécanique. La tension mécanique, ça se réfère en fait à la quantité de tension et de force qui est produite dans les fibres musculaires. Notamment, un exemple plus facile à comprendre, c'est plus on va charger de poids sur un exercice, plus la tension mécanique sera forte. Deuxième moyen de stimuler la croissance musculaire, c'est par le dommage musculaire, qui se réfère en fait aux micro-déchirures qui sont créées dans les fibres musculaires par des hauts niveaux de tension. Quelque chose de bien connu. Et ces micro-déchirures, évidemment, demandent ensuite d'être réparées avec suffisamment de nourriture et de repos pour créer des fibres plus grosses et plus fortes pour la prochaine fois qu'on vient les endommager. Troisième moyen de stimuler la croissance musculaire, c'est par la fatigue cellulaire, qui se réfère en fait à une quantité de réactions chimiques et biologiques qui prennent place à l'intérieur et à l'extérieur des fibres musculaires quand elles sont contractées de façon répétée. Un exemple très facile à trouver pour cela, c'est que beaucoup de fatigue cellulaire est créée quand on fait des séries d'exercices qui sont très longues et qui vont jusqu'à l'échec musculaire. Parmi ces 3 moyens, je vais rompre le suspense tout de suite. De nombreuses études ont démontré que la tension mécanique était le moyen le plus efficace pour créer de la masse musculaire, même si ces 3 moyens sont tous efficaces à certains degrés. C'est aussi de tout cela d'ailleurs qu'est née la relation assez connue entre le nombre de répétitions maximum qu'on peut faire sur un certain exercice et avec un certain poids, et le type d'adaptation que ça va créer dans le corps. Il existe un tableau qui représente visuellement tout cela et on va en discuter. Et ce tableau ainsi que toutes les études qui sont citées dans cet épisode sont disponibles dans les notes de l'épisode qui se trouvent sur ericflack.com/6. Comme ça, tu peux trouver le tableau également. Après, si mes explications auditives ne sont pas suffisamment claires, je vais faire en sorte que ça le soit autant que possible. Pour décrire ce qu'on trouve sur ce tableau, on a d'abord une échelle horizontale qui va de 2 jusqu'à plus que 20, et ceci représente le nombre de répétitions maximales qu'on est capable de faire sur un exercice. Par exemple, avec un certain poids. Donc, si on choisit un certain poids pour un curl de biceps, typiquement, et qu'on arrive à faire 6 répétitions avec ce poids, eh bien, on va se retrouver à cet endroit-là sur l'échelle. Et en fonction de l'endroit où on se retrouve sur cette échelle, on va pouvoir obtenir 3 types d'adaptations possibles au niveau du muscle. On va pouvoir gagner de la force pure, on va pouvoir gagner de la masse musculaire et on va pouvoir gagner de l'endurance musculaire. Et ce qui est démontré sur ce tableau, et ce qui est très important quand on cherche à prendre du muscle, quand on cherche à s'entraîner efficacement vers l'un de ces 3 objectifs, qui est la force, le muscle et l'endurance, eh bien, en fonction du nombre de répétitions qu'on va pouvoir faire sur un exercice, et donc en fonction du poids qu'on va choisir, on va pouvoir plus ou moins stimuler des gains dans l'un de ces 3 objectifs. Alors, à quoi est-ce que ça correspond globalement ? On pourrait s'en douter, soulever très lourd pour très peu de répétitions, ça va surtout et presque exclusivement favoriser la prise de force pure et nerveuse, alors que soulever très léger pour énormément de répétitions à la suite, ça va surtout favoriser les gains d'endurance musculaire. En termes de nombre, ça donne environ cela.
Pour favoriser la prise de force, on va se concentrer sur des séries très courtes et donc très lourdes qui restent généralement entre 1 et 5 répétitions. Une étant vraiment des adaptations nerveuses au niveau du cerveau. Quand on fait une répétition maximum, on se doute bien que c'est quand même assez peu de travail et de déchirure musculaire pour créer beaucoup de muscles, donc c'est surtout efficace d'un point de vue force. Et à l'opposé, si on fait des séries avec un poids plus léger qui nous permet de faire plus de répétitions, typiquement entre 15 et plus, à partir de 15 répétitions, si on fait 22 répétitions de suite sur un exercice, c'est surtout l'endurance musculaire dans ce groupe musculaire et sur cet exercice en particulier qu'on va améliorer. Alors, où est-ce que se positionne la prise de muscle dans tout ça? Parce que si on ne cherche ni spécialement la force, ni spécialement l'endurance musculaire, eh bien, comment est-ce qu'on fait quand on veut juste prendre du muscle? Eh bien, le muscle, tu l'auras probablement deviné, se trouve un petit peu entre deux, se trouve un petit peu entre ces deux zones. Typiquement, la meilleure fourchette pour prendre du muscle se trouverait entre 4 et 10 à 12 répétitions. Principalement entre 4 et 10. Et comme tu peux le voir, on se penche un petit peu plus du côté de la prise de force quand on veut gagner du muscle. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui est assez contre-intuitif, et c'est personnellement quelque chose qui m'a pris énormément de temps à comprendre, c'est qu'en fait, le plus efficace, on l'a vu très rapidement au début de cet épisode, c'est la tension mécanique. Pour prendre du muscle, c'est ce qu'il y a de plus efficace, plus que de simplement déchirer ses muscles à longueur de journée pendant des heures, ou bien entraîner son endurance musculaire en faisant des séries extrêmement longues. Faire des séries plus courtes, plus dures, plus intenses, qui produisent plus de tension, mais qui sont quand même suffisamment intenses pour déchirer et créer quelques dommages musculaires dans le muscle, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour prendre en masse musculaire. Et ainsi, lorsqu'on sort un tout petit peu la tête de la théorie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui cherches à prendre du muscle le plus efficacement et rapidement possible? C'est que tu devrais concentrer la grosse majorité des exercices que tu fais dans chacune de tes séances d'entraînement dans cette fourchette de répétition qu'on vient de voir. Si tu adaptes l'exercice que tu choisis, par exemple si tu t'entraînes au poids du corps, tu dois changer la nature de l'exercice même que tu fais, ou le poids que tu rajoutes, typiquement quand tu t'entraînes en salle de musculation avec des poids libres ou même sur des machines, ça c'est encore quelque chose qu'on va voir juste après, tu devrais choisir ta charge ou la difficulté de façon à tomber dans cette fourchette de répétition qu'on vient de voir, soit entre 4 et 10 répétitions maximum que tu puisses humainement faire sur cet exercice ou avec cette charge. Donc, on va très rapidement pouvoir bannir un petit peu les exercices qui sont trop légers ou trop faciles pour lesquels on peut faire 15 répétitions de suite. Ça peut avoir sa place, évidemment, ça on le verra peut-être dans un autre épisode, mais voilà, 80% de ton entraînement, ça doit être des exercices plus lourds, plus compliqués, plus intenses, et on va encore très vite se pencher sur la nature un petit peu de ces exercices, car tous les exercices ne sont pas égaux, bien entendu, et on va voir ça très rapidement. Une petite note importante à faire à propos de ce tableau, c'est qu'en fait, il s'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont intermédiaires et avancées. Parce que, en fait, concrètement, quand on est débutant, tout fonctionne, c'est-à-dire que tu peux faire des séries de 20 répétitions de suite, alors oui, tu vas surtout favoriser l'endurance musculaire, mais étant donné que ton corps est tellement peu adapté, tellement il a peu l'habitude de quoi que ce soit, tout va fonctionner. Tu vas prendre en force, tu vas prendre en muscle, tu vas prendre en endurance musculaire, peu importe ce que tu fais. L'astuce, c'est que cet état magique pendant lequel tu peux faire n'importe quoi et tout fonctionne, eh bien ça dure très peu de temps. C'est bien pour ça que comprendre tout de suite comment ça fonctionne, ça permet de ne pas se retrouver coincé quelque part, comme beaucoup de gens malheureusement se retrouvent, comme ça a été le cas pour moi, parce qu'au début ça marche donc on remet rien en question, et quand ça finit par plus marcher, on ne comprend pas pourquoi. Avant de passer aux différents types d'exercices, je vais faire encore une petite note, mais ce coup-ci sur la génétique qui est impliquée dans tout ça. Alors, je pense que on n'apprend rien si je dis qu'on a tous les mêmes muscles aux mêmes endroits, mais par contre, ils ne sont pas rattachés de la même façon. Notre anatomie est différente, évidemment. On est tous uniques, c'est beau, nous sommes tous de magnifiques petits flocons de neige uniques. On a tous une longueur de membres différente, notre anatomie est différente et elle peut nous avantager par rapport à d'autres, notamment pour certaines pratiques et certains exercices. Quelques petits exemples que je peux donner, c'est que si tu as les bras courts, tu vas être avantagé au développé couché et aux pompes parce que tu vas avoir une amplitude réduite. Si tu as les bras très courts, eh bien plier les bras pour ramener la barre jusqu'à tes pecs ou bien plier les bras pour toucher le sol avec tes pecs lorsque tu fais une pompe, ça va être plus rapide et ça va être un petit peu plus simple.
Un autre exemple, si tu as les bras longs et les jambes courtes, tu vas être avantagé au soulevé de terre, à nouveau car tu vas avoir une amplitude réduite. Vu que tu as les bras longs, tu ne vas pas avoir besoin de trop te pencher en avant pour attraper la barre, et vu que tes jambes sont courtes, eh bien, tendre les jambes pour terminer la répétition, ça va être encore plus rapide. Et donc, évidemment, tout ceci va avantager, désavantager certaines personnes sur certains exercices. Par contre, ça ne veut pas dire, toutes ces considérations génétiques n'impliquent absolument pas que quelqu'un puisse ne pas avoir de la génétique pour prendre du muscle. On a tous la génétique pour prendre du muscle, pour perdre du gras. Tout ça, on est tous égaux à ce niveau-là. Là où ça va beaucoup rentrer en compte la génétique, en fait, c'est quand on se retrouve à un très haut niveau, notamment à un haut niveau compétitif. Si tu veux devenir champion du monde de gymnastique, par exemple la médaille d'or, tu veux la médaille d'or de gymnastique olympique, eh bien si tu fais 2 mètres, ça va être extrêmement compliqué, car c'est bien connu, l'entraînement au poids du corps, dont la gymnastique, plus on est grand, plus c'est difficile. Et c'est ainsi pareil pour quasiment toutes les disciplines, hein. Si tu fais 2 mètres, tu ferais peut-être mieux de faire du basket. Si tu veux faire de l'haltérophilie, à nouveau, il y a ces considérations de longueur de membres et d'anatomie qui vont rentrer en compte. Et puis, par exemple, quand tu veux faire bodybuilder, si tu veux être bodybuilder, il y a une certaine génétique en termes d'insertion des muscles qui va être d'autant plus déterminante parce que certaines insertions sont peut-être jugées plus esthétiques que d'autres et ceci, tu ne pourras pas le changer. Voilà, je voulais juste faire cette petite note sur la génétique, histoire de enlever les éventuelles excuses qu'on pourrait chercher à se trouver en fonction de sa génétique qui nous désavantage. Alors oui, elle peut nous désavantager, mais comme on l'a vu, pour la grande majorité des personnes, quasiment toutes celles qui écoutent ce podcast, je suppose, ça n'entre pas en compte car nous n'avons pas des aspirations de compétition à extrêmement haut niveau. Sur ce, maintenant qu'on sait quelle structure pour nos exercices est la meilleure, notamment qu'on sait quelle fourchette de répétition on devrait viser à chaque fois, ça vaut clairement la peine de distinguer parmi les exercices qui ne se valent clairement pas tous non plus, même pour la même quantité de répétitions. On va voir 2 règles de préférence pour la sélection des exercices les plus efficaces. Première règle, on préfère les exercices polyarticulaires aux exercices d'isolation. Par définition, les exercices polyarticulaires vont engager plusieurs articulations et plusieurs groupes musculaires lors de l'effort, alors que ceux d'isolation vont généralement se concentrer sur une seule articulation et un seul groupe musculaire. Pour donner un exemple, un squat demandera de bouger aux articulations des chevilles, des genoux et des hanches, et va demander d'être gainé et coordonné dans tout le reste du corps, parce qu'on ne veut pas tomber de côté, on veut garder l'équilibre évidemment, et il va engager les quadriceps, les ischios, les fessiers qui prendront une majeure partie de la charge. Alors que par exemple si on fait un curl de jambes, tu sais, cette machine où tu t'assis sur la machine et puis tu as un poids derrière la cheville et tu dois simplement plier la jambe pour soulever un poids qui est relié à une poulie. Alors là, tu es assis, tu dois simplement plier les jambes, tu vas uniquement bouger à l'articulation des genoux, donc tu ne vas bouger qu'à une seule articulation, et tu vas engager presque uniquement les ischios et les fessiers. Ça demandera beaucoup moins de gainage et de coordination du reste du corps, alors que techniquement, on pourrait trop simplistement résumer ces 2 mouvements comme étant un exercice pour les jambes, entre guillemets. Comme on le voit bien, ces 2 exercices pour les jambes ne sont pas du tout égaux. Et donc, si tu fais dans tes séances 3 exercices pour les jambes, pour les bras, le dos ou les pecs, on comprend très rapidement que tout va dépendre des exercices qu'on va choisir, notamment les résultats dont on va en tirer, et que ce sont ceux qui recrutent un maximum de groupes musculaires en même temps qui sont les plus rentables pour créer de la force et ainsi du muscle à court terme, mais également à long terme. Pour terminer d'associer ce choix d'exercice à ce qu'on a vu juste avant comme étant la meilleure façon de stimuler la croissance musculaire qui était la tension mécanique. Alors la tension mécanique, on peut résumer ça de façon simplifiée à la quantité de poids qu'on va charger sur un exercice. Plus on va mettre lourd sur un exercice, plus la tension mécanique va être grande et plus on va stimuler la croissance musculaire. Donc le but va être de choisir les exercices pour lesquels on va pouvoir mettre le plus de poids. Et à nouveau, c'est assez rapide et facile à comparer que des exercices polyarticulaires comme les squats ou le développé couché permettent d'augmenter le poids bien plus longtemps et régulièrement que des exercices d'isolation comme les curls de biceps ou de jambes pour lesquels déjà la quantité de charge qu'on peut mettre est assez limitée, mais quand on s'entraîne pendant un petit moment, on se rend compte que ça devient très vite difficile de continuer d'augmenter le poids sur ces exercices. Et donc, on en revient à cette première règle déjà énoncée sur la préférence pour la sélection des exercices les plus efficaces. On va préférer les exercices polyarticulaires aux exercices d'isolation. La deuxième règle à propos de la sélection des exercices, c'est qu'on va préférer les exercices au poids libre plutôt que des exercices sur des machines.
Pour aider à se représenter un petit peu mieux ces deux choses, quand je parle d'exercices au poids libre, je parle de tous les exercices pour lesquels la charge, c'est-à-dire les haltères, la barre de musculation ou même le poids de ton propre corps, peut être bougé librement dans l'espace. Ça veut dire qu'il y a un travail de stabilisation quand même, parce que tu vas devoir faire attention dans quelle direction tu pousses les charges, que ce soit ton corps ou bien les poids. Et par contre, quand on s'entraîne sur une machine, eh bien c'est justement tout l'inverse. Quasiment systématiquement, ces machines sont créées de façon à parfaitement guider le mouvement qu'on va faire avec la partie du corps qui est travaillée, et justement, ça réduit énormément l'engagement de la plupart des autres groupes musculaires qui ne sont pas engagés. Notamment, on peut penser aux abdominaux qui sont de toute façon utilisés pour te stabiliser ton corps dans l'espace quand tu utilises des poids libres, et qui sont beaucoup moins engagés quand tu es simplement assis sur une machine par exemple. Mais en plus de cet aspect de stabilisation, ça peut également réduire l'engagement du même groupe musculaire que tu veux travailler de base. Par exemple, une machine de presse pour les épaules se concentrera souvent plus sur une seule partie du deltoïde, que ce soit l'avant, le côté ou l'arrière. Alors que faire le même exercice assis sur un banc avec des haltères en main demandera non seulement de rester gainé pour tenir droit et sans pouvoir simplement s'appuyer dans son siège, mais recrutera un peu plus toute l'épaule, également pour que le bras reste stable et bouge aussi dans une direction prédéfinie. Quand tu fais un exercice au poids libre, tu veux aussi être sûr et certain de la trajectoire du poids, sauf que c'est à toi-même de faire en sorte que le poids ne parte pas dans tous les sens, et donc tu vas devoir engager beaucoup plus de muscles. Qui dit engager beaucoup plus de muscles, on vient de le voir, dit maximiser ses gains en force et en masse musculaire. On arrive gentiment à la fin de ce premier fondamental et j'ai une note importante à faire pour les débutants à propos de tout ça. On a beaucoup parlé d'exercices lourds, on a beaucoup parlé qu'il faut charger lourd pour gagner de la force et pour gagner du muscle, et donc il faut limiter le nombre de répétitions qu'on va vouloir faire. Par contre, quand on est débutant, ce n'est pas correct, c'est même un assez mauvais conseil. Il faut absolument prendre le temps, tout d'abord, d'apprendre la technique des mouvements en eux-mêmes quand on est débutant. Et on n'a pas envie d'apprendre à faire un squat ou un développé couché avec une charge très lourde sur le dos ou sur la barre. Donc, quand on est débutant, premièrement, c'est très important d'apprendre à faire les exercices en eux-mêmes, d'apprendre la technique, comment faire chaque mouvement de façon à le faire bien pour maximiser les résultats, mais aussi pour minimiser les risques de blessures à court et à long terme. En plus de cet aspect de sécurité et d'apprendre les exercices, il y a aussi quelque chose qui est que quand on est débutant, on n'a pas vraiment l'habitude de contracter ses muscles, on ne sait pas exactement comment faire. Les connexions entre le cerveau et les muscles sont assez peu présentes, assez inexistantes, et il va falloir les renforcer. Et apprendre à faire cela en répétant beaucoup un exercice, c'est classique quand on veut apprendre à faire du piano, on veut réussir à ce que nos doigts fonctionnent très rapidement à la moindre petite commande de notre cerveau, et ceci ça vient avec la pratique, ça vient avec répéter encore et encore les choses. Et donc, choisir des poids plus légers, ça va permettre de faire plus de séries, de faire plus, de répéter plus ces mouvements et de mieux comprendre comment ces mouvements fonctionnent, comment est-ce que, quand je bouge mon bras, en fait, c'est mon cerveau qui envoie l'ordre et c'est mes muscles qui se contractent sur cet ordre. Et donc, pour récapituler un petit peu, pour un débutant, c'est important d'apprendre à faire les exercices et de faire des séries plus longues, mettons des séries autour de 10 à 12 répétitions. Et ces deux façons de faire, ça permet aussi un choc moins important physiquement et psychologiquement pour la personne, parce que c'est quand même moins difficile, c'est moins inconfortable de soulever des charges un petit peu plus légères, et ça peut donner un petit peu plus envie de continuer, parce que si on commence tout de suite avec des trucs hyper lourds qui semblent compliqués, impossibles, on ne sait pas encore utiliser vraiment son corps, eh bien ça peut décourager également. Alors j'ai donné quelques exemples d'exercices intéressants, notamment d'exercices polyarticulaires juste avant. Pour une liste un petit peu plus complète de tous ces différents exercices les plus efficaces pour chaque groupe musculaire, un petit récapitulatif de la théorie ainsi qu'un plan d'entraînement prêt à être suivi, j'ai réussi à emballer tout ça dans une vidéo de 10 minutes sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Le seul moyen de prendre du muscle naturellement ». Je suis assez content de cette vidéo, il y a beaucoup d'informations utiles en peu de temps, je reprends également ce tableau dont j'ai parlé, et cette vidéo contient un sacré paquet de choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé la musculation moi-même. D'ailleurs, elle approche gentiment le 1 million de vues, donc je crois que d'autres personnes ont déjà pu y trouver de la valeur aussi. Je te mets le lien de cette vidéo dans les notes de l'épisode. On va ainsi passer maintenant à la deuxième loi, qui est que la surcharge progressive est obligatoire. Alors, à ce propos, je viens de très rapidement mentionner mes débuts en musculation et ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. Eh bien, on va retourner un petit peu à ce moment-là, quand moi j'ai commencé, car ça a un lien assez fort avec cette deuxième loi. Donc, à 17 ans,
je veux commencer la musculation. Pourquoi? Parce que je ne m'aimais pas particulièrement, j'étais pas très fan de moi-même, j'avais l'impression que les autres personnes n'étaient pas particulièrement fans de moi-même non plus. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que tout le monde m'apprécie un petit peu plus? Je vais essayer d'améliorer mon corps. Voilà, je vais essayer de m'améliorer physiquement, esthétiquement, pour plaire un peu aux autres, et peut-être à moi-même, qui sait. Donc, je me dirige à la salle de musculation, je suis tout fin, je suis assez maigre, moi je suis de nature assez fine et assez maigrelette. J'arrive, je discute au bar avec le monsieur qui m'a accueilli. Je lui dis que j'aimerais commencer à m'entraîner en musculation. Voilà, il me dit « Ok, c'est très bien ». Alors il me donne une petite feuille que je dois remplir en tant que nouveau membre. Et je me souviens pas grand-chose de ce qu'il y avait sur la feuille. Bien sûr, j'ai dû écrire toutes mes informations, j'imagine. Mais je me souviens très bien qu'il y avait un petit endroit avec des petites cases à cocher. Et c'était une question, en fait, qui disait quels sont tes objectifs de musculation? Qu'est-ce que tu souhaites tirer de ton entraînement? Et je me souviens bien, sauf erreur, que je crois qu'il y avait 3 cases, peut-être qu'il y en avait plus, je me souviens de 3 cases. Il y en avait une, c'était je veux gagner de la masse musculaire. Il y en a une, c'était je veux perdre du gras. Et la 3e, c'est je veux être en bonne santé, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus vraiment ce que j'ai rempli, mais je crois que j'ai rempli je veux prendre de la masse musculaire. Parce que voilà, à l'époque, j'étais là en mode bon, quand même, je suis tellement maigre et fin que voilà, perdre du gras pour voir mes abdos, ouais, ce serait sûrement bien, mais voilà, j'ai quand même envie de gagner du muscle. Donc c'est ça que j'ai mis. Je rends la feuille au monsieur, il me regarde ça, il me dit bon, voilà, il a dû se dire tiens, encore un petit adolescent en plus qui vient qui vient pour se créer un beach body. Et il me dit ok, très bien, je vais te donner un programme. Donc il me suit, il me prend. Il m'amène dans la salle et il me montre un petit peu certains exercices, il me montre comment est-ce qu'il faut faire, il me montre voilà, tu vas faire ça, il me montre un petit peu comment le faire. Et il me dit, bah voilà, cet exercice, tu vas faire X répétitions à 20 kg. Je me souviens, par exemple, le tirage à la poulie aux tractions, je crois que j'étais à 15 ou 20 kg au début, tu vois, c'est vraiment pas grand-chose. Il me dit, bah tu te mets là-dessus, et puis tu fais 10 séries à 20 kg, tu le fais ça 3 fois, et puis tu te reposes un petit peu entre deux, et ensuite tu changes d'exercice. Et voilà, à peu de choses près, c'est comme ça qu'il m'a présenté la chose. Donc, il me fait ce petit programme d'entraînement. Pour chacun des exercices, il me dit ce que je dois faire, comme série, comme répétition et comme poids. Et ensuite, il me laisse là. Il me dit, ok, bah voilà, tu peux faire ton entraînement maintenant, tu vas progresser, etc. C'est super. Et c'est exactement ce que j'ai fait, du coup. J'ai fait exactement ce programme d'entraînement pendant un bon moment. J'ai fait les mêmes exercices, j'ai fait les mêmes séries, les mêmes répétitions, les mêmes poids qu'il m'a donné. Alors évidemment, au début, c'était assez dur, parce que, enfin, je crois me souvenir que c'était difficile, parce que quand on est tout débutant, c'est pas facile de contracter des muscles dont on ignore encore l'existence, tu vois. Donc j'avais l'impression de sentir quelque chose au début, clairement, et puis c'est quand même assez rapidement devenu plus facile, forcément. Au début, je faisais 20 kilos, c'était un petit peu difficile. Assez rapidement, au bout de plusieurs séances, c'est devenu un petit peu plus facile. Le truc, c'est que moi, j'ai pas changé. J'ai rien changé ma façon de faire, j'ai pas changé ma façon de m'entraîner. On m'a pas dit qu'il fallait changer quoi que ce soit. Donc j'étais régulier, j'étais motivé, j'étais toujours là, j'allais quand même au fitness 3 fois par semaine, toutes les semaines, sans problème, sauf que je faisais toujours exactement la même chose. Et là, je crois que tu comprends où je veux en venir. La leçon là-dedans, c'est que ton corps, en fait, il veut pas changer. Il est très bien comme il est. Il essaye de rester aussi efficient que possible par définition. Ça veut dire qu'il veut dépenser le moins d'énergie possible. Il veut se conserver au maximum. Comme ça, il peut se conserver lui-même, il peut conserver notre vie du mieux qu'il peut, parce que moins il dépense d'énergie, plus il peut en garder et plus il peut survivre longtemps. Et donc, ton corps, il n'a pas envie d'avoir à travailler dur pour créer du muscle, parce que ça coûte énormément d'énergie de créer du muscle et de le maintenir en plus derrière. Il n'a pas envie de n'importe quelle adaptation, parce que ça va être coûteux. Et donc, justement, si tu ne le lui mets vraiment pas sous le nez, si tu ne le contrains pas à changer, eh bien, il va pas changer. Il va rester exactement pareil. Et donc, ce premier plan d'entraînement que j'ai fait, s'il était resté rigide et fixe depuis le début, aujourd'hui, 12 ans après l'avoir commencé, alors oui, j'aurais terminé ma croissance parce que moi j'ai fini de grandir assez tard, mais c'est tout. Mon corps, il se serait pas vraiment adapté au-delà.
Et heureusement, après quand même de longs mois, si je me souviens bien, c'est quand même quelque chose dont je me suis rendu compte. Et j'ai fini par modifier un petit peu ma façon de m'entraîner. Et c'est-à-dire, j'ai fini par comprendre qu'il fallait augmenter les poids. Alors tu peux te dire, mais c'est complètement bête, évidemment qu'il faut augmenter les poids. Eh ben je sais pas, hein, moi je suis débutant, j'y connais rien à tout ça. Si on m'explique pas un peu comment ça fonctionne, eh bien je fais ce qu'on me dit et puis c'est tout. Et voilà comment je me suis retrouvé un petit peu dans le mur au début. Parce que voilà, si j'avais continué à faire ça, pour toujours, hein, pendant 12 ans, voilà, si je m'entraîne 3 fois par semaine, mettons je m'entraîne 4 heures par semaine, ça fait 2500 heures en tout sur 12 ans, soit plus de 100 jours non-stop à faire cet entraînement. Si j'avais fait ça, 2500 heures. Et tout ce que j'aurais fait, en fait, c'est surtout, je pense, me rendre l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur au monde pour faire cet entraînement. Mon corps serait devenu extrêmement efficient, efficace pour faire ce même entraînement, mais il ne se serait jamais adapté au-delà de ce qu'il lui faut pour pouvoir le faire, et donc j'aurais pas pris de muscles, j'aurais pas pris de force non plus, hein. Tout ce que j'ai gagné ces 10 dernières années, mon corps, voilà, il n'en aurait pas eu besoin pour faire ce que je lui demandais si j'étais resté à ces petits poids, ces petites charges. Il y arrivait déjà presque le premier jour, donc voilà, 12 ans après, il s'en serait très bien sorti, à mon avis. Donc tu comprends très bien où je veux en venir avec cette petite histoire, j'espère, c'est qu'il faut forcer son corps au changement, il faut le forcer à pouvoir pousser ou tirer de plus en plus, il faut l'empêcher de rester dans un état dans lequel il peut rester tranquillement tel qu'il est. Oui, évidemment, c'est inconfortable, ça veut dire qu'il faut continuellement essayer de faire plus, de faire mieux que la fois d'avant. C'est à chaque fois un effort physique considérable, un effort mental considérable, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire quand on veut forcer un changement. Ça l'est en musculation pour changer son corps, ça l'est également dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Mais pour en rester sur la musculation, des conseils à appliquer à ce propos que je recommanderais fortement, notamment à quelqu'un qui est débutant. Alors premièrement, comme on l'a vu, d'abord apprendre la technique des exercices. Le mieux c'est de le faire avec quelqu'un de compétent, hein, comme un coach ou un ami qui a beaucoup de connaissances et d'expérience. En plus, tu peux évidemment regarder des vidéos sur YouTube par exemple, parce que avoir un point de vue extérieur sur quelqu'un d'autre qui le fait, notamment quand c'est présenté d'une façon éducative et instructive, comme c'est le cas sur différentes chaînes YouTube, et puis ça permet de mieux se rendre compte de certaines choses quand ensuite c'est nous-mêmes qui sommes sous la barre à pousser. Deuxième petit conseil, c'est de suivre un programme intelligent et adapté, avec des bons exercices, avec une intensité, un volume d'entraînement adapté, une bonne fréquence d'entraînement, etc. Alors, on en trouve sur Internet tout fait, hein, des programmes, on en trouve beaucoup. J'en donne un dans la vidéo que j'ai mentionnée, comme je l'ai dit, et qui se trouve dans les notes de l'épisode. Il y a évidemment plein de chaînes YouTube, d'articles qui donnent des programmes ou qui vendent des programmes. Alors, le but étant pour toi de s'assurer autant que possible de la crédibilité de la source à laquelle tu prends ton programme, que ce soit gratuit ou payant. Crédibilité que tu peux juger selon tes propres critères, hein, bien sûr. Et tu peux tout simplement demander à quelqu'un de confiance de te recommander quelque chose, un ami à toi qui s'entraîne depuis longtemps, ou tu peux simplement payer un coach qui te semble, voilà, compétent dans une salle de musculation de façon à ce qu'il t'explique tout cela et qui te donne un programme. Une fois que tu as ton programme, on en vient un petit peu aux leçons même de cette deuxième loi, c'est que ce programme, tu vas le faire et tu vas vouloir prendre un petit carnet ou bien tu noteras dans les notes de ton téléphone ce que tu fais de ton programme. Par exemple, si tu dois faire 3 séries au développé couché à 6 répétitions, eh bien tu vas faire tes 3 séries à 6 répétitions en fonction du poids que ça te demande pour faire cela. Sauf qu'une fois que tu as réussi à faire tes 3 x 6 à 40 kg, typiquement, eh bien tu vas écrire dans ton carnet, ok, aujourd'hui j'ai fait 3 séries, j'ai fait 6 x 40 kg à chaque fois. Et la fois d'après, quand tu reviens t'entraîner, évidemment que tu ne veux pas refaire exactement 3 séries à 6 répétitions et à 40 kg. Sinon, tu vas te retrouver dans la même situation que moi. Tu vas continuer à faire toujours la même chose et tu vas pas t'améliorer. Ça veut dire que si tu veux rester dans ces 6 répétitions, tu vas vouloir augmenter le poids. Et donc, tu vas revenir et tu vas tenter, ok, alors je monte le poids à 45 et je regarde ce que je fais. Et là, peut-être que je fais 5 répétitions, 5 répétitions et 4 répétitions. Et donc, tu écris 5, 5, 4 fois 45 kg. Et la fois d'après, tu essayes d'augmenter cela. En fait, à chaque fois que tu viens t'entraîner, tu devrais pouvoir savoir ce que tu as fait la fois d'avant de façon à prendre cela comme un objectif à dépasser sur cette séance. Alors évidemment, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas prendre d'expérience, plus ça sera difficile de t'améliorer à chaque entraînement. Mais globalement, tu veux que chaque semaine, chaque mois, à très long terme, eh bien, tu vois de l'amélioration. Finalement, dernier petit conseil ici, c'est qu'au fur et à mesure de tes progrès, il faudra remettre un petit peu en question ton plan d'entraînement
en le modifiant. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait tous les 3 jours, hein. Faut pas modifier son plan d'entraînement tous les 3 jours. Un débutant, il peut très bien rester 6 mois, même plus, même jusqu'à 1 année, suivant quoi, sur un bon programme qui entraîne tout le poids du corps, tout le corps, pardon, et il peut très bien en tirer énormément. Quelqu'un d'intermédiaire, peut-être que je modifie un petit peu son programme toutes les 6 à 8 semaines, ça sera quelque chose d'un petit peu plus normal. La plupart du temps, quand on change son programme, c'est pourquoi? C'est pour la seule et simple raison qu'on ne progresse plus ou plus assez vite éventuellement. Parce que tant qu'un programme fonctionne, et un programme qui fonctionne, c'est un programme sur lequel tu augmentes du coup tes résultats, ce que tu sais, puisque tu l'as écrit dans ton petit carnet, tu vois, et bien tant que ça marche, il n'y a pas vraiment de raison de changer. Mais éventuellement, on peut atteindre certains plateaux, on peut progresser évidemment de moins en moins vite, ça c'est tout à fait normal, et il y a des modifications qui peuvent être intéressantes dans la programmation par la suite. Donc c'est bon de savoir cela, mais quand on débute, évidemment, on n'a pas besoin de penser tout de suite à son prochain programme d'entraînement. Bref, sur ces petits conseils, on va terminer cette deuxième loi et on va attaquer la troisième, qui est que ce n'est pas dans la salle de musculation qu'on gagne notre masse musculaire. Et non, et ça tu l'as probablement déjà entendu quelque part et tu l'as probablement déjà compris, c'est vrai que c'est assez logique, mais ça vaut vraiment la peine de le répéter et de rentrer un petit peu plus dans le stéréotype qui dit que c'est plutôt dans la cuisine et dans le lit que tu vas réellement te développer musculairement. Parce que c'est complètement vrai, tu peux tout à fait tout faire parfaitement à la muscu, tu as le meilleur programme de muscu, tu y vas régulièrement, religieusement, plusieurs fois par semaine, et tu peux très bien n'avoir que très peu de résultats à montrer pour tous tes efforts, notamment si ton hygiène de vie en dehors de la salle est déplorable. Pour rentrer un petit peu plus dans la théorie de tout ça, notre corps, il est constamment en train de dégrader ou de déconstruire les protéines de nos muscles, tout comme il est constamment en train d'en synthétiser, c'est-à-dire d'en créer. Et donc, pour quelqu'un de normal, ces deux processus, ils s'annulent, et donc il n'y a pas de changement de masse musculaire. Quelqu'un qui a un train de vie normal, la plupart du temps, il ne va pas, comme ça, sans rien faire de spécial, gagner du muscle. Il pourra en perdre, mais bon, ça c'est vraiment s'il se met dans les conditions qui favorisent cela. On va se concentrer sur l'autre côté de tout ça, parce que nous, notre but, c'est de prendre du muscle. Et donc, c'est de faire en sorte que la synthèse, que la création des protéines de nos muscles soit plus grande que sa dégradation en moyenne. Par contre, lorsqu'on se penche un petit peu sur ce qui se passe pour quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, de nombreuses études ont démontré que les effets des entraînements sur ces deux taux sont les suivants. Le taux de synthèse va diminuer beaucoup pendant l'entraînement, puis les deux taux de synthèse et de dégradation des protéines augmentent considérablement après l'entraînement, avec le taux de dégradation qui finit éventuellement par devenir supérieur à celui de la synthèse. On comprend ainsi que s'entraîner, en fait, c'est activement dégrader ces tissus musculaires. Évidemment, on les abîme, on les déchire, on y crée plein de petites lésions parce que on demande énormément d'efforts et ça déchire nos muscles. On n'est clairement pas en train de les faire grossir lorsqu'on s'entraîne. Et le moment le plus clair et net pendant lequel ce processus finit par s'inverser, c'est lorsqu'on dort, bien entendu. De nombreuses études ont démontré que la privation, le manque de sommeil peut avoir des effets rapidement assez dramatiquement négatifs sur la prise de muscle, mais aussi sur la perte de graisse et la performance sportive, pour ne citer que cela, parmi les innombrables autres choses que ça va affecter d'ailleurs, comme par exemple notre temps de réaction au volant de notre voiture, par exemple, va aussi grandement augmenter. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a envie non plus. Et donc, on en vient évidemment au fait que la qualité et la quantité de ton sommeil est extrêmement importante. Mais ce n'est pas tout, évidemment, parce que si tu vas simplement te coucher après ton entraînement sans rien manger, tu te doutes bien que tu te mets pas dans les meilleures conditions possibles pour reconstruire tout ça. Évidemment, il faut donner des ressources, il faut donner de l'énergie. Le corps, il reconstruit tout cela avec de l'énergie, et puis, même s'il en a un petit peu dans les réserves de graisse et tout cela, il est très important de le nourrir, et la façon dont on a de le nourrir, évidemment, a un grand rôle là-dedans. Alors, on a parlé dans l'épisode 4 de ce podcast sur les 6 mythes de la perte de gras, de l'équilibre calorique, qui implique que pour perdre du poids, il faut que les calories dépensées soient supérieures aux calories mangées. Ça veut dire qu'il faut qu'on mange moins que ce qu'on dépense toute la journée en bougeant, en faisant du sport, en étant vivant tout simplement. Et que justement à l'inverse, quand on veut prendre du poids, il faut qu'on mange plus de calories, plus d'énergie que ce qu'on va dépenser dans la journée, de façon à ce que ce surplus de calories, eh bien le corps, il en fasse quelque chose. Il va le stocker, il va l'utiliser pour faire quelque chose. Et lorsqu'on s'entraîne efficacement, on a envie de lui faire comprendre, et c'est ce qui se passe magiquement, et on est plutôt content, qu'il ne va pas simplement devoir stocker cette énergie en plus dans les graisses, mais qu'il va en avoir besoin en fait pour activement reconstruire nos muscles.
Et c'est bien parce que cette reconstruction musculaire est très coûteuse en énergie qu'il va falloir donner suffisamment de cette énergie à notre corps, de façon à ce qu'il puisse reconstruire ça dans les meilleures conditions possible. Et c'est bien pour ça que gagner du muscle en étant en déficit calorique est presque impossible, mais c'est en tout cas jamais idéal, ça c'est sûr. Alors on verra dans un futur épisode peut-être plus en détail comment on peut gagner du muscle et perdre du gras en même temps, mais voilà, ce n'est pas ni la norme ni à la portée de tout le monde à tout instant. Donc on comprend que pour prendre de la masse musculaire efficacement, il faut qu'on se retrouve en surplus de calories, c'est-à-dire qu'il faut plus de calories que ce qu'on dépense. Mais en dehors de ces calories en elles-mêmes, ce dont elles sont composées est aussi très important. C'est bien connu que les protéines sont populairement associées à la musculation et c'est pas pour rien, parce que nos muscles sont principalement composés de protéines et d'eau et il va en falloir une certaine quantité pour pouvoir les reconstruire plus gros et plus forts. Cependant, les deux autres macronutriments principaux qui sont les glucides et les lipides jouent aussi leur propre rôle dans tout ça, qui n'est pas un rôle totalement anodin non plus, tout comme la répartition générale de ces macronutriments entre eux, la quantité de protéines par rapport aux glucides, par rapport aux lipides qu'on mange peut influencer clairement les résultats qu'on va en tirer. Cependant, tous ces sujets dépassent l'étendue de cet épisode, seront éventuellement traités dans un épisode futur. J'en ai d'ailleurs déjà parlé sur YouTube plus en détail dans 2 ou 3 vidéos, je crois. Comme toujours, je te mettrai tous les liens pour ces vidéos dans les notes de l'épisode sur mon site qui se trouve sur ericflack.com/6 comme le numéro de cet épisode si jamais tu veux plus d'infos rapidement. Et tu peux aussi à cet endroit me laisser un petit commentaire à propos de cet épisode si tu le souhaites. Voilà, je pense ainsi être arrivé au bout de ce que je visais pour cet épisode, et je te parlais de laisser un commentaire. Je ne sais pas exactement la vibe que j'ai renvoyée pendant cet épisode. Est-ce que mes explications étaient relativement claires? Je ne suis pas sûr et certain, étant donné, tu vois, ça fait longtemps que je baigne un petit peu dans toutes ces choses. Il y a certaines choses pour moi qui sont peut-être évidentes, qui ne le sont pas pour quelqu'un qui débute un petit peu à ce propos. Et c'est bien pour ça que je prends ton feedback avec grand plaisir. En dehors de cela, on se retrouve du coup jeudi prochain vers 17 h comme d'habitude pour une nouvelle interview sur mon podcast. Je pense alterner un petit peu entre les formats et les sujets. Je vais peut-être aussi faire une petite série sur mon parcours personnel, plus en détail, qui passera du coup de la musculation au street workout, tout comme de mon adolescence et de mes études à YouTube et l'entrepreneuriat. Et du coup, je vais alterner un petit peu entre tous ces sujets de façon à ce que ça ne se répète pas trop. En attendant, si cet épisode ou ce podcast en général te plaît ou t'a plu, je t'invite à aller me laisser un petit commentaire public et une note sur iTunes ou tout simplement à le recommander à un ami à toi. Ça pourrait l'aider lui, ça m'aidera certainement moi également et tout le monde peut y gagner, tu vois, c'est extraordinaire comme principe. D'ailleurs, dernier petit rappel à ce propos pour le lancement de ce podcast qui arrive gentiment à son terme. Et jusqu'au 31 octobre uniquement, j'organise un petit concours avec des prix à gagner de ma boutique d'équipements de sport pour tous ceux qui m'auront laissé un avis sur iTunes. Tous les détails des prix et de la marche à suivre se trouvent sur ericflack.com/podcast où tu retrouveras aussi toujours tous les prochains épisodes. Voilà, je vais définitivement m'arrêter là. Merci beaucoup pour ton temps, ton attention. En attendant le prochain épisode ou la prochaine vidéo YouTube, travaille bien, prends soin de toi